Amis de la radio, télé, environnement et conservation de la nature, mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans votre émission Grand Angle. Grand Angle, c'est une émission de la radio, télé, environnement et conservation de la nature basée sur le développement durable. Le développement durable qui concilie l'économie, l'écologie et le social. Alors aujourd'hui, Grand Angle vous amène dans un domaine économique parce que nous allons chercher aussi à concilier cette théorie pour comprendre comment fonctionne le monde et comment fonctionne le système de ce monde et comprendre que devons-nous faire pour que nous puissions assurer réellement le développement durable. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui monsieur, j'espère qu'elle est là, qui est un économiste que vous allez découvrir, à qui je dis bonjour monsieur Kelela. Bonjour monsieur Serge. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Kelela. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la question économique. Et particulièrement, nous allons développer le premier objectif du développement durable qui est pas de pauvreté. Cet objectif fait qu'on puisse éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Mais M. Kelela, dites-nous d'abord, est-ce possible d'éliminer la pauvreté dans le monde entier? Merci pour la question, monsieur Serge. D'abord, sur cette question, il faut être réaliste. Je suis d'avis que c'est plutôt un écart qui se retrouverait entre ceux qui ont une vie un peu mieux, donc qu'on peut qualifier de riches, et le pauvre. C'est cet écart-là qui fait d'ailleurs que l'économie puisse, de la machine à économie puisse se tourner. Donc, s'il faut éradiquer la pauvreté dans le monde, il faut être réaliste, ce n'est pas possible. Mais plutôt, l'on peut, dans la mesure du possible, éliminer ou réduire la pauvreté. Donc, c'est ça. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes à l'horizon 2030, question ou difficile, voire impossible, mais d'après les explications de l'économiste, on peut réduire la pauvreté. Dites-nous comment réduire maintenant cette pauvreté. Merci monsieur Serge pour la question. D'abord, il faut signaler d'emblée que ce n'est pas de la magie. Donc on ne réduira pas la pauvreté par enchantement, mais plutôt il faut travailler. Comment est-ce qu'il faut travailler? Il faut voir d'abord la démographie et puis l'économie. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui est au centre même de l'économie. L'économie dont nous parlons ici dans les termes de réduire la pauvreté, c'est-à-dire de donner, s'il faut qualifier l'État comme étant les parents de toute la population qui s'est retrouvée dans un contrée, donc il faut donner à cet État-là le moyen de subvenir aux besoins primordiaux de la population. Alors, on ne peut pas prétendre réduire la pauvreté, surtout lorsqu'on s'est fixé une échéance, tout en ne contrôlant pas la pression ou la croissance démographique. Donc, lorsque la croissance démographique augmente en désaccord avec l'économie ou le revenu du pays, l'on ne peut pas réduire la pauvreté. On ne peut pas prétendre réduire la pauvreté parce qu'au fait, la richesse de l'État en termes de l'économie, de la production de revenus, c'est plutôt les efforts des individus. Alors, lorsqu'il y a, admettons, 100 personnes qui sont en l'âge de travailler, qui travaillent, qui ont des revenus, et que ces 100 personnes-là ont fait, disons, 4 enfants chacun, on s'est retrouvé avec 500 personnes avec les mêmes moyens, parce que ces 4 qui viennent les 4 par personne qui viennent de naître n'ont pas encore le moyen de travailler, donc ils ne peuvent pas produire. Alors, dans ces conditions, on verra que le revenu produit par ces 100 personnes ne sera pas en mesure de subvenir aux besoins de toute la communauté de 500 personnes dans ces cas d'espèce. Donc, il faut penser contrôler la croissance démographique tout en augmentant les efforts pour augmenter la croissance économique pour qu'on prétende éliminer la pauvreté. S'il ne faut que les comprendre qui dans ce sens-là. Pour réduire la pauvreté, il faudra accompagner la croissance démographique par une croissance économique afin d'assurer l'équilibre. Parce que vous venez d'illustrer cet exemple le plus important lorsqu'il y a déjà la croissance
démographique qui augmente et que la croissance économique ne l'accompagne pas, il y aura déjà des équilibres dans cette société. Et difficile pour que nous puissions résoudre cette question. Mais maintenant, de quelle manière devons-nous procéder? Qu'est-ce qu'il faudra que l'État puisse établir un système qui va permettre à ce que qu'il y ait cet accompagnement, ou bien il faut qu'il y ait des stratégies au niveau des ménages, au niveau des communautés, au niveau des villes, des provinces, ainsi de suite au niveau du pays, voire au niveau du monde. Quelle stratégie utiliser pour atteindre ou accompagner cette croissance démographique? Oui, justement, il faut des mécanismes, des stratégies qu'il faudra entreprendre ou mettre en place pour faire à ce que la croissance démographique soit en équilibre avec la croissance économique. Sur le plan démographique, nous savons tous que la Chine nous a donné un grand exemple. Pendant une période sous Mao, l'on a donné un certain nombre limite à chaque ménage pour avoir d'enfants. On appellerait ça le terme m'échappe, la transition démographique. C'est ce qu'on appellerait de la transition démographique, faire à ce que chaque ménage ait une seuil à ne pas dépasser lorsqu'il faut faire d'enfants. Parce que, en réalité, il ne s'agit pas de faire d'enfants pour devenir riche. Parce que si vous êtes déjà pauvre et que vous faites plus d'enfants, ça ne sera qu'augmenter le nombre de pauvres. Alors que les riches, en faisant plus d'enfants, c'est aussi augmenter en quelque sorte la richesse. Cette richesse-là sera garantie en fait lorsque cette progéniture-là deviendra un âge mature, à l'âge de travailler, et pourra produire de richesses à nouveau. C'est alors que la richesse de cette catégorie des riches pourra augmenter. Donc il faut plutôt réguler, s'il faut le dire comme ça, réguler la croissance démographique, donc par ménage, ça c'est déjà ça au niveau de la démographie, mais aussi sur le plan économique. Là c'est très important. Nous faisons face à des familles qui n'ont que de bouches de consommation et non de mains de travail. Ça c'est un grand problème. Vous verrez que dans un ménage, il y a même 7 personnes, 7 membres, mais il n'y a que le papa qui travaille. Là, c'est déjà un grand problème. Même s'il gagne $1000 par mois, dites-moi, qu'est-ce que cette famille-là pourra gagner de plus ou de mieux avec tout ce que la vie exige? Alors, prenons que ces $1000-là, c'est ce que papa gagne. Et si il y avait maman qui travaillait, l'aîné ou le second qui travaillait aussi, qui gagnait 200, 100, ça nous ramènerait à $1,300, ce qui serait mieux. Donc, ils pourront vivre mieux avec ces 1,300 plutôt qu'avec les $1,000. Donc, il faut plutôt que chaque personne ait à travailler. Pour cela, M. Serge, je donne cette responsabilité plutôt à l'État. Il faut que l'État élabore, n'est-ce pas, de programmes d'éducation qui soient adaptés aux réalités du pays. Dans les cas d'espèce de notre pays, la RDC, il faudrait plutôt de programmes d'éducation qui visent l'éducation financière. Donc, que une personne qui a un projet veut entreprendre, par exemple, qu'il n'ait pas à attendre que le ciel s'ouvre pour qu'il ait de l'argent. Parce que si vous avez la possibilité de gagner ne serait-ce 500 francs par jour, donc vous finissez la journée avec 500 francs en poche, et que vous avez un papa qui vous donnera quelque chose à manger, vous pouvez économiser cet argent-là. Ça prendra du temps, on me le dira, mais en tout cas, au bout de quelques années, vous vous retrouvez ne serait-ce avec un petit rien, 100 000 francs par exemple, que vous pourriez entreprendre, commencer ne serait-ce avec eau pure, comme on voit les chailleurs ambulants, ne serait-ce avec de l'eau pure, et ainsi de suite, on pourra éradiquer cette pauvreté-là. Donc, il y a un problème au niveau de l'État qui doit réguler la croissance démographique, mais aussi adapter les programmes d'éducation depuis le primaire jusqu'à l'université aux besoins de la société, de la communauté. Parce qu'apparemment, nous allons à l'école pour étudier des révolutions françaises, des révolutions américaines, la révolution industrielle, qui, au finish, lorsqu'on est diplômé, on ne sait pas quoi faire avec tout cela. Vous voyez. Donc c'est un peu ça le problème. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Grand Angle Environnemental, une émission basée sur le développement durable qui concilie l'économie, l'écologie et le social. Aujourd'hui,
nous sommes en train de développer la question économique avec le premier objectif de développement durable qui est pas de pauvreté. Donc, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes à l'horizon 2030. Et nous sommes en train d'analyser ça avec M. J'espère qu'elle est là, qui est un économiste. Et avec lui, vous comprenez déjà, il nous produit de très bons conseils qu'il faudra appliquer pour que nous puissions atteindre réellement les objectifs fixés. Alors, monsieur, j'espère, vous venez de dire très bien qu'il faudra une formation sur l'éducation financière. Mais cette formation sur l'éducation financière, vous avez parlé encore qu'il faudra l'accompagner, que la personne applique bien sûr ce qu'on appelle l'épargne. Et comment cette épargne doit se faire? Donc, chacun se lève ce matin et puis ça va se faire avec quoi? Parce qu'il y a celles-là qui n'ont rien à gagner. Ils ne gagnent que peut-être par accident 1000 francs par jour. Par accident. Et il peut passer aussi 3-4 jours, il ne sait pas te retrouver avec quelque chose entre ses mains. Mais comment il doit épargner au moment où il n'a pas un salaire? Est-ce qu'on peut épargner avec tout ce qu'on peut trouver en cours de route sans même se nourrir parce qu'on épargne? Lorsque vous avez consommé, après la consommation, ce qui reste, c'est ce que vous allez épargner. Mais nous, on n'arrive même pas déjà à atteindre ça, même en considérant les budgets que nous avons. J'espère que par personne, nous avons moins de $2. C'est moins de $2. Mais comment les personnes peuvent quand même parvenir à économiser? Oui, merci pour la question. Monsieur Serge, là, nous sommes maintenant dans l'individuel. Il faut parfois, à un certain moment, se dépasser de son orgueil. Vous voyez? Parce qu'un auteur disait, on ne peut vivre sans vendre. Donc, en quelque sorte, vivre, c'est vendre. Et on a tous quelque chose à vendre. Parce que le bon Dieu, bien qu'il a créé la communauté humaine, chacun avec ses acquis, on a toujours quelque chose à vendre. Nous avons tous de la force, du temps que l'on peut vendre. Alors, si aujourd'hui, prenons un exemple simple, hein, un paquet de sachets d'eau pure se vend à 1000 francs. Qui entre 20 sachets à l'intérieur, qui se vend à 100 francs, donc ça fait 2000 francs. Je ne sais pas, moi, vous pouvez même emprunter 1000 francs quelque part, ou vous pouvez même économiser 100 francs par jour pendant 20 jours, pendant 10 jours s'il le faut. Là, il suffit seulement de se dépasser de son orgueil, mettre un peu son orgueil à côté, parce qu'il faut voir la réalité en face. Quoi que vous fassiez, si vous passez votre temps à vous lamenter que ça ne va pas, on n'a pas d'argent, l'État ne met pas à nos dispositions des finances qu'il faut pour réaliser nos projets, eh bien vous passez tout votre temps dans cette logique-là. Il faut mettre un horizon, dire que, en tout cas, d'ici telle année ou telle date, je dois quitter ces niveaux de vie. Alors, si on prend ces sachets-là de 1000 francs qu'on achète, que l'on vend, ça nous donnera en retour 1000 francs de bénéfices, parce que ça rapportera 2000 francs, moins le 1000 francs de l'achat, on aura 1000 francs en retour. Et je ne pense pas qu'une personne qui vend de l'eau pure ne puisse pas finir un paquet de 20 sachets par jour. J'estime qu'ils peuvent vendre jusqu'à 3 paquets, donc 3000 francs par jour, c'est déjà une bonne chose s'il faut commencer par là. Alors, avec ces 3000 francs par jour, si vous êtes un peu gourmand, vous pouvez manger 2000 francs par jour et garder les 1000 francs. Donc, en gardant ces 1000 francs-là, si vous faites ça par 10 jours, vous aurez 10 000 francs, fois 100 jours, vous aurez 100 000 francs. 100 jours, c'est à peine 3 mois et quelques jours. Donc, vous aurez 100 000 francs que vous pourriez, si vous voulez, ne plus vendre de l'eau pure et aller adhérer peut-être dans la vente des jus en plastique. Là, vous montez un peu de niveau et ainsi de suite. Pourquoi ne pas même aller jusqu'à ouvrir un dépôt? C'est possible. Il suffit seulement de faire un effort, de vider sa tête de son orgueil, faire n'importe quoi, dès lors que c'est logique. Hein, ce n'est pas du vol ou ce n'est pas de la trahison. Le faire, gagner le peu que l'on aura et commencer là où il faudra commencer. Il faut pas. Vous voyez, le mal aussi, c'est que les gens envisagent toujours de devenir grands, ouvrir des entrepôts, ouvrir des sociétés, PDG, tout ça. Mais on ne sait pas qu'on ne commence pas à compter à partir de 10. On commence toujours par 1. On nous a appris même au primaire qu'il faudrait compter à partir de 0. 0, 1, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça la logique. Là, nous sommes au niveau de l'individuel. La pauvreté,
les Nations Unies le définissent comme, en termes pratiques, c'est des personnes qui vivent en dessous de 1,90 $ par jour et par personne. Donc, si déjà vous ne pouvez pas vivre, si vous n'avez pas les moyens de vivre avec plus de 1,9 $ par jour, vous êtes pauvre. Alors, dans ces conditions, il faut bien avoir des précautions pour quitter ces modes de vie parce que c'est inconfortable. Personne ne voudra vivre de cette manière-là. Alors, j'ai un adage que j'ai dit souvent. Moi, je me dis qu'il faut déjà souffrir pour ne plus avoir à souffrir. On peut les contextualiser. Il faut déjà avoir honte pour ne plus avoir à avoir honte. Vous pouvez avoir honte en vendant de l'eau pure pendant une année pour ne plus avoir honte en vendant de l'eau pure. Peut-être trouver une société de fabrication de l'eau pure en sachet. C'est une question de choix et de décision. Une question de choix et de décision. Donc, vous vous encouragez. L'adage qui dit il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Justement, il n'y a pas de sot métier, M. Serge. C'est plutôt des gens qui sont en quelque sorte orgueilleux, naïfs, qui font le contraire, dire qu'il y a des sots métiers. Quelqu'un se moquerait de ceux qui poussent des pouces-pousseurs, se moquerait des pouces-pousseurs, alors que ces gens-là, à la fin de la journée, ils auront à manger et même quoi manger le matin avant de sortir. Et c'est lui qui est là avec ses aspects, qui se dit que non, moi je ne voudrais pas, c'est honteux, se réveiller le matin pour commander. Alors, où se trouve l'honneur? En travaillant et gagnant quelque chose paisiblement, que l'on pourra contrôler, utiliser à ses dépens, ou en commandant et en dépendant des autres? Ça, c'est la question que l'on doit se poser. Donc, c'est ça. Nous avons toujours quelque chose à vendre, nous avons quelque chose à donner pour que nous puissions gagner économiquement. Mais jusque-là, vous êtes en train d'épingler la responsabilité de l'individu. Parce que d'abord, on veut que la personne lui-même fournisse des efforts pour s'épanouir avant d'aller plus haut. Mais maintenant, quelles sont les responsabilités des États? Parce que si nous parlons des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies, alors, quelles sont les responsabilités des États avant d'arriver aux responsabilités mondiales? Monsieur Serge, c'est une très belle question, la responsabilité de l'État. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout prédire ou tout prévenir. On ne peut pas. Il faut savoir qu'il y a des forces que l'on ne peut pas contrôler. C'est notamment le cas de l'eau, du feu, du vent. Et il y a des gens qui vivent dans des terrains, des parties de la terre qui sont un peu en danger. Donc, quelqu'un qui vit dans un contrée pareil, vous pouvez tout faire, suivre les conseils de certains. Non, il faut entreprendre, commencer n'importe où, là où il faudra commencer. Et vous avez bâti votre vie, et vous vous réveillez un matin avec des tremblements de terre. Tout ce que vous avez gagné est perdu avec les volcans, tsunamis, des tempêtes, tout ce que vous avez gagné est perdu et vous redevenez pauvre. Vous savez, en 2017, les catastrophes naturelles ont causé environ 300 milliards de dollars de pertes. Vous voyez, c'est une somme colossale. Donc, s'il faut maintenant revenir à votre question, la responsabilité des États, je pense que ceux qui ont élaboré ces objectifs de développement durable ont été prévoyants. C'est le cas du 11e objectif. Donc, ville et communauté durable. C'est aussi l'une des conditions. Donc, construire de maisons en matériaux durables, adaptés aux réalités climatiques, environnementales. Donc, si vous savez que non, vous restez près des volcans ou près des zones potentiellement exposées au risque de tremblement de terre ou de tsunami, il faut prendre des précautions. Prendre des précautions en ce sens que vous restez près de volcans, n'est pas construire des maisons en paille. C'est quand même, c'est pas normal. C'est pas normal parce que il suffit d'une éruption volcanique pour que tout parte en fumée et que vous vous retrouviez pauvre. Et donc là, c'est le 11e objectif. Nous revenons au 11e objectif. Mais il faut aussi, pour des zones ou des pays qui vivent dans l'insécurité socio-politique, dans des zones d'instabilité, c'est notamment le cas de beaucoup de pays en Afrique, notamment en Afrique centrale. Prenons les cas de notre pays.
l'Est de notre pays, chaque fois en proie aux massacres, aux violences, aux guerres, parfois entre les nationaux, il faut, n'est-ce pas, que l'État travaille dans le sens d'éradiquer ces phénomènes-là. Parce qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas devenir riche lorsque à chaque fois on fuit tel ou tel endroit parce qu'il y a eu des affrontements entre rebelles ou entre rebelles et armées régulières ou entre rebelles tout simplement. On ne peut pas se développer ou devenir riche dans ces conditions-là. Parce que quoi que vous fassiez, si après quelques jours il y a des affrontements, vous allez perdre ou vous serez contraint d'abandonner tout ce que vous avez. Il y a d'abord le logement qui est un des principaux patrimoines de l'homme. Donc vous pouvez avoir bâti un grand immeuble, mais lorsqu'il y a de guerre, vous serez contraint de laisser tout cela. Vous voyez, on peut revenir dans ce qui s'est passé en Syrie. Vous savez, la ville d'Alep. Il y a eu des immeubles qui ont été détruits en quelques jours, alors que ça appartenait à telle ou telle personne. Donc c'est aussi la responsabilité des États d'éviter à ce que le monde ou nos communautés plongent dans des affrontements armés entre soit rebelles ou armées régulières ou entre rebelles. Donc il faut plutôt viser à cela. Donc c'est aussi l'un des objectifs. Paix et justice. Donc il faut qu'il y ait la paix, concourir à la paix, ne pas trop viser de fins individuelles, mais plutôt communautaires, pour arriver à ce que l'on élimine ou que l'on réduise dans la mesure du possible la pauvreté. Donc il y a plusieurs responsabilités de la part des États, mais ce que l'on peut dire en ces moments-ci, c'est ce que nous venons d'exposer. Pour plus encore illustrer la grande responsabilité des États, il y a un élément le plus important qui intervient, c'est les budgets. Alors on peut faire un tour déjà avec les budgets de la RDC, si je ne me trompe pas, les projets de loi de l'exercice 2018-19, c'est ça, je pense que tourne autour de 5 milliards de dollars, avec une population de plus de 80 milliards de personnes, un budget de 5 milliards. Et comment est-ce qu'avec ces budgets, on peut faire face à cet objectif, ou est-ce qu'on peut concourir à cet objectif, ou bien on sera vraiment par rapport à l'essai que les Nations Unies a déterminé que vraiment nous serons toujours une population pauvre. Alors à cela, on nous ajoute encore une population pauvre et très endettée. Monsieur Serge aborde cette question sous deux aspects. D'abord, sur le plan budget lui-même, il y a un problème. Le budget, au fait, n'est pas que l'État produit de l'argent, non. Les budgets, ce sont des prévisions. On prévoit, nous savons que nous vendons tel produit à l'extérieur, nous avons des redevables, nous avons des impôts et taxes, nous allons aussi emprunter, il y a aussi question d'emprunter, nous sommes producteurs de pétrole, des ressources naturelles. On prévoit que tout cela, au cours de cet exercice, pourra nous donner autant. Et il arrive aussi que vous prévoyez 5 milliards, mais qu'en fin d'exercice, vous n'avez pas utilisé 5 milliards. Moins. Ça arrive que vous utilisiez moins. Donc, vous n'avez pas eu ce que vous espériez. Donc, on peut prétendre dans les cas de 5 milliards, ça peut arriver que l'on ait utilisé que 4 milliards. Ça peut aussi arriver qu'on a prévu 5 milliards, mais on a utilisé 7 milliards. C'est qu'on a fait quoi? On a emprunté. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut faire pour éliminer la pauvreté, c'est plutôt revenir dans la logique du fait qu'on peut commencer n'importe où. Ces 5 milliards-là peuvent s'avérer utiles plus tard, par exemple en 2025, si aujourd'hui on l'utilise rationnellement, M. Serge. Vous voyez, on peut peut-être se priver du luxe, comme ça a été les cas des programmes d'ajustement structurel de l'FMI pendant les années 80. Seulement, on a révélé, il s'est avéré que ça ne réduisait pas la pauvreté, ça stimulait plutôt la croissance économique sans réduire la pauvreté. Nous ne sommes pas là. C'est privé du luxe pour entreprendre, investir. Où est-ce qu'il faut investir? Investir dans des secteurs qui peuvent créer de l'emploi à court et à long terme, parce que nous sommes dans le cadre du développement durable. Il ne faut pas non seulement prendre ces 5 milliards-là
investir dans, comme aujourd'hui nous avons ces phénomènes un peu du luxe de véhicules, acheter des ketchs qui vont faire des taxis ici, je ne sais pas moi. Non seulement ça, mais aussi construire par exemple des écoles. Construire des écoles, faire venir des ingénieurs d'autres pays qui sont un peu développés, qui viendront faire partager leurs connaissances aux populations locales, mais aussi envoyer quelques-uns des élites aller faire des études à l'extérieur. Ça, c'est pour les longs termes. Vous voyez, si un cursus universitaire peut prendre 5 ans, plus ou moins, donc en 2018, exercice 2018-2019, on prend ces budgets-là, on investit par exemple dans l'éducation, on peut s'attendre au rendement à partir de 2023. 23, ces jeunes gens-là ont fini les études, ils sont ingénieurs en tel ou tel domaine, ils pourront travailler, même créer, inventer, si en informatique, ils peuvent inventer des logiciels qui pourront rapporter. Vous savez, les pays comme les Philippines, les pays comme les Taïwan font mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu question d'éducation. On peut investir dans l'éducation. On peut aussi investir, vous savez, nous avons une terre arable à plus ou moins 80%, vous savez, alors que la Chine n'a que 30% des terres arables, vous savez. Donc, on peut aussi investir dans les produits de première nécessité, donc dans l'agriculture. Vous pouvez prendre ces 5 milliards, là, on s'est dit que non, pour cette année, l'objectif, c'est devenir un pays agricolement producteur, hein, dans les sens actifs du terme. Parce qu'on ne peut pas seulement produire pour l'autosuffisance, mais aussi pour l'exportation. Parce que c'est l'exportation qui va nous rapporter de l'argent. Et pour que, dans l'avenir, des projections budgétaires soient comme ceux des autres pays. 20 milliards, 40 milliards, ainsi de suite. Donc, s'il faut voir ces 5 milliards-là, aujourd'hui, c'est une petite somme par rapport à l'importance de la population. Plus ou moins 89 millions de la population en 2018 de la RDC, vous savez. Mais on peut faire mieux parce que la RDC a un grand avantage. 89 millions de population, d'individus, mais plus de 50% sont de jeunes, donc ont encore la vigueur, donc ils peuvent travailler. Ils peuvent labourer des terres, ils peuvent. Donc, c'est déjà une bonne chose. Il suffit de dire que non, ça, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour se vêtir, pour avoir de belles maisons. C'est pour investir. Et dans 5 ou 10 ans, la situation pourra changer. Parce que, de toutes les façons, le développement n'est pas une question de 1 ou 2 jours. C'est une question d'années. Le développement est une question de plusieurs temps. Nous vous rappelons encore une fois que vous êtes en train de suivre votre émission Grand Angle Environnemental, une émission de la radio-télé Environnement et Conservation de la Nature qui passe chaque dimanche et mardi à 17h30 et à la radio. Vous nous suivez sur la 95.9 à partir de lundi à 12h10 et le mercredi à 18h. Mais hier, nous continuons à développer encore notre question sur pas de pauvreté, qui est un objectif de développement durable. Mais lorsque nous regardons dans ces pays, vous qui êtes des économistes, vous nous êtes habitués avec des expressions macroéconomiques, croissance à 2 chiffres, croissance à 5 chiffres. Mais sur le terrain, nous ne voyons absolument rien. Même si vous criez à la télé, à la radio, partout, vous venez nous dire toujours que la RDC a atteint les points d'achèvement. La RDC a réalisé une croissance à 2 chiffres. Nous comptons avoir une croissance à 3 chiffres. Bon, tout ça, ce sont des expressions que vous nous amenez économiquement. Ça ne se limite qu'à la théorie. Et à la pratique, on ne peut pas vivre ça. Qu'est-ce qui fait que la croissance macroéconomique que vous parlez ne se vit pas pratiquement sur le terrain? Monsieur Serge, ces croissances à 2 chiffres, tout ce que vous venez d'énumérer, c'est bien réel, ça existe. Vous savez. Mais il y a un problème. C'est ce que nous avons épinglé dès le début de cette émission. C'est la question de la croissance démographique qui n'est pas en équilibre avec la croissance économique. C'est ça le grand problème. Un pays tel que la RDC, 89 millions d'habitants,
on ne peut pas faire d'analyse sur 80 millions d'habitants. Prenons un ménage de 8 personnes. Un ménage de 8 personnes qui a en tout un revenu journalier de $10 par exemple. Ces revenus, disons annuels, revenus annuels de $100. Hein, supposons comme ça, $100. Ces revenus annuels de $100, en travaillant, ces 8 personnes en travaillant, se sont arrivés à réaliser $50 de plus. Donc, ils sont maintenant à $150 l'an. Mais curieusement, à $150 l'an, la grande sœur a fait un enfant cette année-là, le grand frère a fait un enfant, papa et maman ont fait un enfant et le petit a fait aussi un enfant. On arrive à 12 personnes cette même année. 12 personnes cette même année avec $150. Vous voyez, c'est ça le problème du pays. Vous voyez. Si l'on restait à 8 personnes avec $150, on vivrait mieux. Et chacun ressentirait au fait, parce que $50, c'est au fait 50% de croissance. Hein? C'est 50% de croissance annuelle. Donc chacun ressentirait, en tout cas, on a fait 50% de croissance annuelle. Mais lorsque, en faisant 50% de croissance annuelle, et on a fait 4 enfants de plus, ce qui est 50% de croissance démographique dans ces ménages-là, on arrive à 12 personnes. 50 contre 50, ça tombe. C'est comme si on était dans la même situation. Ouais. On n'aura pas vraiment à sentir qu'on a réalisé des croissances économiques, tout ça. Pire encore, ça peut arriver que vous fassiez 50% de croissance dans ces ménages-là, mais avec, par exemple, 5 enfants de plus. 5 enfants de plus que vous avez fait, papa et maman ont fait, les enfants, tout ça ont fait. On arrive à 50% de croissance économique, contre plus de 50% de croissance démographique. Vous voyez? Donc, ça sera comme sur les $100 là, nous sommes descendus en deçà et on se situerait dans le $90. Donc, la situation va s'empirer. Vous voyez bien que sur le plan économique, on a réalisé des croissances à des chiffres, mais lorsque sur le plan démographique, nous ne sommes pas restés statiques, où on est allé au-delà du taux de croissance économique, ça sera empirer la situation. C'est ça le problème qui fait assez que on parle de croissance à 2 chiffres, cadre macroéconomique qui s'est amélioré, mais sans que la population sente réellement ces améliorations-là. C'est parce que chaque heure, chaque jour, chaque mois, notre population augmente. Sans que les gens apprennent à produire des richesses, à cultiver. Vous voyez, c'est ça le grand problème. Vous voulez nous dire vraiment que la situation du Congo, c'est une situation comparable à ces ménages qui gagnaient quelque chose avec 50% de plus par rapport à leur amélioration économique. Mais maintenant, cette amélioration est venue trouver la forte reproduction, s'il faudra le dire comme ça, de la croissance démographique. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une période où la RDC avait vraiment une économie forte, à part les périodes de l'indépendance? Depuis l'indépendance, avant l'indépendance, à part les périodes qui sont avant l'indépendance, depuis qu'on a eu l'indépendance, est-ce qu'il y a eu vraiment une période où l'économie de la RDC était vraiment stable et la population se réjouissait de cette économie, ou autrefois ils vivaient seulement un peu mieux parce qu'ils étaient en faible quantité par rapport à la croissance démographique? Justement, Monsieur Serge, nous autres qui n'avons pas été pendant cette grande période plutôt cette grande période de l'apogée de la République sous Mobutu, nous n'avions pas été. Mais au moins, des bouches à l'oreille, nos parents nous rendent compte que ça a été. Et sur papier, il y a certains archives qui nous disent que, par exemple, en 86, le Zaïre comptait environ 36 millions d'habitants. Seulement. 36 millions d'habitants. Et ces 36 millions d'habitants, le Zaïre était premier producteur de manioc,
qui est un aliment de base dans notre pays, du foufou, vous savez. Et il y avait aussi, il était 3e rang mondial de la production des bananes, en tout cas, c'est certaines archives. Mais aujourd'hui, nous sommes plus nombreux, donc plus de main-d'œuvre, mais on n'arrive pas à faire mieux. Nous sommes toujours dans les top 5 des producteurs des maniocs, mais nous ne sommes pas premiers producteurs de manioc. La RDC producteur de manioc, reconnu dans les top 5 des producteurs de manioc. En Afrique. Parce que dans le monde, c'est plutôt en Asie, un pays de l'Asie, qui le nom m'a échappé, c'est plutôt un pays de l'Asie. Mais en Afrique, c'est le Nigeria qui est le premier pays producteur de manioc. Ouais. Mais nous avons une population plus de 2 fois supérieure par rapport en 86. Ouais. Donc, d'où la nécessité de ne pas avoir seulement la population en quantité, mais aussi en qualité productive. Ouais. Nous vivons ici à Kinshasa où il n'y a pas vraiment trop de terres, on n'a pas trop de terres cultivables par rapport aux provinces. Hein? Mais nous expérimentons tout ce qui est dans nos parcelles, quoi que nous sémions, ça pousse. Ouais. Si on s'amusait, on prenait du plaisir à cultiver, moi-même j'ai eu à cultiver des tomates dans notre parcelle. J'ai eu à cultiver de patates douces, les ail. J'ai eu à cultiver tout cela pendant que j'étais encore un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Et ça a été. On peut s'amuser à faire cela pour que demain, ou au lieu de dépenser de l'argent pour acheter des épices, on peut tout simplement économiser cet argent-là pour envoyer tel ou tel enfant à l'école pour que demain il soit plus productif sur le plan notamment intellectuel en cultivant soi-même ses épices, plutôt qu'en prenant cet argent qui est d'ailleurs moindre et l'utiliser pour acheter des épices pour préparer. Vous voyez, on peut acheter certaines choses qui n'ont pas la capacité ou le moyen de produire. Par exemple, des pommes vertes, par exemple. Mais même des trucs que l'on peut cultiver chez soi, derrière la maison, on achète. Alors qu'on n'a pas d'argent, soi-disant. Vous voyez. Donc, c'est un peu une situation ambiguë comme ça. Mais si on s'y met, ça pourra changer. Parce qu'il n'y a pas une situation qui reste statique, à moins qu'on ne le veuille. Cet objectif doit être atteint à l'horizon 2030. Monsieur, j'espère qu'elle est là. Vous pouvez quand même nous prodiguer un petit conseil par rapport à la République démocratique du Congo, parce que nous devons tous nous mettre pour atteindre cet objectif. Que doit-il faire la République démocratique du Congo pour atteindre cet objectif? Même pas atteindre, ne fût-ce que contribuer à cet objectif par rapport à sa population. Monsieur Serge, en tout cas, de 2015, l'année à laquelle on a lancé ces objectifs du développement durable, jusqu'à aujourd'hui en 2018, on a perdu déjà 3 ans sur les 15. Donc ça nous reste 12 ans. Mais ce n'est pas grave. En 10 ans, on peut changer toute la situation. Ça peut changer. Pas à 100%, mais au moins à plus de 50%, ça peut changer. Il suffirait qu'aujourd'hui, qu'on fasse un effort d'enlever quelques lacunes qui gangrènent notre société. Le plus important, selon moi, c'est l'instabilité socio-politique qui engendre l'insécurité. Vous savez, on peut ne pas avoir de l'argent, mais avec un grand pays tel que la RDC, 89 millions d'habitants, je ne cesse de les répéter, c'est un grand marché pour les économistes. Vous savez, toutes ces multinationales qui sont dans d'autres pays, qui ont moindre de population que nous, ne résisteront pas à venir s'y installer lorsqu'ils savent que c'est un pays paisible où vous ne risquez rien. Parce qu'en fait, le bruit des bottes, ça fait fuir les investisseurs. Ce sont ces gens-là qui viennent avec de l'argent, donc ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Ce sont eux qui viennent avec de l'argent frais pour investir. Ils peuvent construire des entreprises, installer des sociétés qui réduiront en quelque sorte les chômages. Vous savez, lorsque déjà le chômage est réduit, c'est aussi la pauvreté qui est réduite.
C'est aussi parce que quelqu'un qui n'avait rien comme revenu, revenu régulier, mais arrive à avoir un salaire de $100 par mois, il peut faire des projets à court et à long terme, vous savez. Donc, il faut en premier lieu éradiquer l'instabilité sociopolitique. Ça, c'est carrément de la responsabilité des gouvernants. Ce sont eux, donc la classe politique, c'est cette classe-là qui doit un peu avoir ces soucis-là. Vous savez, ces soucis-là de faire assez que l'on oublie un peu cette situation, toutefois des tensions dans le pays, marche, tout ça, on a des agressions, affrontements entre rebelles et armées régulières de la République, tout ça, ça ne fait pas vraiment bonne impression devant les investisseurs. Mais l'on remarque que même dans ces zones-là d'instabilité, il y a des sociétés qui œuvrent. Non, ne détrompez-vous. Les sociétés qui œuvreraient dans ces conditions ne devraient être en quelque sorte, je ne sais pas, comme des fossoyeurs. Ils tirent profit dans cette situation-là, c'est pour cela qu'ils travaillent. Mais il y a des sociétés, d'autres sociétés qui ne sont pas dans le domaine des ressources naturelles ou des ressources minières, qui ne travailleront pas dans ces conditions-là. Alors, une fois ces climats-là d'instabilité politique, instabilité sécuritaire est enlevé, on pourra maintenant fixer l'avenir, voir qu'est-ce que l'on a, que l'on pourra utiliser pour demain, changer la situation. On pourra élaborer paisiblement, parce que même si vous élaborez, si une bombe tombe par là, ou on vous pourchasse avec des machettes, avec des fusils, vous pouvez même marcher sur votre champ que vous avez péniblement cultivé. Et on reviendra dans la situation de face. Donc on pourra cultiver, on pourra impressionner les investisseurs qui pourront venir. Donc ça commence d'abord par éliminer cette instabilité-là sociopolitique. À court terme, en tout cas, on aura déjà gagné une grande bataille, mais à long terme, il faudra miser sur l'éducation. Sur l'éducation. Envoyer des Congolais à l'étranger, aller apprendre ce qui se font de l'autre côté pour un jour revenir au pays et bénéficier au pays cette expérience qu'on a eue dans ces pays étrangers. Voilà, c'est ça la lourde responsabilité que nous avons par rapport à cette question. Mais hier, nous sommes rattrapés par le temps. Il y a une salutation ou 2 à 3 personnes. Merci, je salue la famille qui est là, toute la famille qui est là. Et la famille Limenga, sans oublier amis et connaissances, vous tous qui partagez des bons moments avec moi, je vous salue. Vous êtes tellement nombreux, permettez-moi de ne pas citer tous les noms parce que ça nous prend dans les temps. Nous venons d'être rattrapés par les temps, justement. Donc, je vous salue tous. Merci. L'émission Grand Angle Environnemental, en tout cas, c'est bon. J'ai vu qu'il y a des gens qui travaillent dans le sens de la conservation de la nature pour ne pas polluer l'environnement. Justement, Monsieur Serge, je vous conseillerais, ou je suis vraiment flatté, et du coup, je vous conseille de continuer avec ces chemins-là. Parce que même si aujourd'hui, les conseils que nous prodiguons ou que vous prodiguez ne sont pas mis en œuvre, viendra un jour où ça pourra toutefois servir. Merci pour vos conseils, messieurs. J'espère qu'elle est là. Et surtout, un grand merci d'avoir disponibilisé votre temps, de venir participer dans votre émission que vous aimez très bien, Grand Angle Environnemental. Et nous vous promettons de tenir compte de tout ce que vous venez de nous prodiguer comme conseil. Et pas de pauvreté ou éliminer la pauvreté dans toutes ses formes. C'était le thème de notre émission d'aujourd'hui, Grand Angle Environnemental, qui a connu la participation de M. Kelela, qui est économiste et qui a donné sa contribution par rapport à cet angle, parce qu'aujourd'hui, nous avions promis que nous allons développer l'aspect économique. Autrefois, nous avions développé l'aspect écologique. Aujourd'hui, c'était l'aspect économique pour concilier l'économie, l'écologie et les sociales. Voilà, c'était pour nous un grand plaisir de vous présenter cette émission. Job Bassay a assuré la réalisation, assistée par Daniel Deltandonda et Redi Mouvoumou Rodi. Et les autres, Junior Selemani, ont concouru aussi à la technique pour réaliser toute cette émission. Vraiment, à très bientôt et au revoir.